Il est 14h43. Christian Page, bonjour. Salut Louis. Alors, on va parler évidemment de grands mystères de la vie. Oui. Et est-ce que c'est possible, ce serait possible, que nous soyons seuls dans l'univers? Et c'est amusant parce que cette question-là arrive, en fait, c'est une nouvelle étude menée par des scientifiques, des astrophysiciens de l'université Oxford en Angleterre, donc pas la moindre. Ouais. Et c'est un peu une douche écossaise, je te dirais, sur 20 ans, les 20 dernières années de recherche dans le domaine de l'astrophysique vers cette vie extraterrestre. C'est-à-dire que si on regarde au cours des 20 dernières années, moi je me rappelle quand j'allais à l'école, mais on a à peu près le même âge. Ouais. Écoute, quand on allait à l'école, on avait 9 planètes dans le système solaire. Pluton était encore une planète. Ouais. Et on savait pas si ce modèle-là était un modèle unique ou c'était un modèle répandu dans l'univers. Et on nous disait qu'il n'y avait pas de vie dans notre système solaire en dehors de la Terre. Il fallait donc regarder vers d'autres étoiles. Tout ça il y a eu une révolution complète dans le domaine de l'astrophysique. Donc maintenant, on sait que notre système solaire, la mécanique de notre système solaire, elle est répandue dans le cosmos. En fait, c'est le modèle de base, donc une étoile, des planètes qui tournent autour. Et on sait maintenant que la vie doit pulluler dans le cosmos. On a trouvé, par exemple, des éléments qui suggèrent qu'il y aurait eu une vie ancienne sur Mars. Il y a possiblement des micro-organismes qui pourraient vivre sur certaines lunes des grandes planètes joviennes, soit Jupiter ou Saturne. Ouais. Et encore récemment, la NASA disait avoir découvert des molécules complexes biochimiques dans de l'eau qui est crachée un peu comme des geysers à la surface de Encelade, qui est une lune de Jupiter et qui est couverte de glace, et on sait qu'il y a un océan en dessous. Mais là, on parle d'une forme intelligente, là, d'organismes plus complexes, mettons, dotés de l'intelligence. L'enthousiasme est là sur l'idée de la vie. Et là, on est comme tout fébrile à se dire, bon, ben parce peut-être qu'une amibe, c'est bien beau, là, mais... on discute pas fort. Alors, on est tout enthousiaste avec cette idée-là que la vie doit exister partout dans l'univers. Et de l'autre côté, on a, depuis les années 60, comme tu sais, on a mis de l'avant ce programme d'études, en tout le moins d'écoute de l'espace. Ouais. On s'est dit, bon, ben, on va essayer d'écouter pour capter des signaux extraterrestres. Jusqu'à maintenant, on a capté rien, comme on dit, absolument rien. De la friture. De la friture. On a 4-5 signaux qu'on a captés qui sont intéressants, mais rien d'assez éloquent pour dire, voilà notre smoking gun. Ouais. Et je pense que les gens connaissent bien ce programme SETI avec le film de Contact, qui mettait en vedette Jodie Foster, qui a révélé un peu pour le public ce grand programme d'écoute dans l'espace. Alors, si la vie existe de cette manière-là dans le cosmos, pourquoi les extraterrestres ne se manifestent-ils pas? Et en science, dans le domaine de l'astrophysique, on appelle ce paradoxe le paradoxe de Fermi. Si les extraterrestres sont partout, pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? Ouais. Et là, cette nouvelle étude des chercheurs de l'Université Oxford vient dire, attention, si on connaît bien les mécanismes de l'apparition de la vie, on est très mal placé pour juger de l'apparition d'un groupe, à tout le moins d'une vie intelligente. On n'a qu'un seul modèle, c'est le modèle qu'on connaît sur Terre. Est-ce que l'apparition de la vie intelligente est quelque chose qui est une conséquence de l'évolution normale de la vie, ou est-ce que c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire? Et là, donc, les chercheurs, en reprenant un peu les calculs qui ont été faits, ils ont revu un peu à la base. Donc, si on est enthousiaste à l'idée qu'il y a beaucoup de vie dans l'univers, les chercheurs deviennent de plus en plus pessimistes à l'idée qu'il y aurait de la vie intelligente, ou à tout le moins de la vie intelligente à notre portée. Ouais. C'est-à-dire que là, les scientifiques disent, attention, là. Parce que l'infini, c'est long, hein, surtout quand t'arrives au bout. Oui, l'infini, c'est longtemps. Alors, les scientifiques disent bien, attention, on ne dit pas qu'on est la seule espèce intelligente du cosmos. Mais des espèces intelligentes, il y en a peut-être beaucoup moins qu'on pourrait le croire. Ouais. On pourrait peut-être être les seuls dans notre propre galaxie. Donc, il y aurait peut-être d'autres formes de vie intelligente, mais peut-être faudrait-il regarder vers d'autres galaxies très, très éloignées. Donc, de notre portée. Si les autres galaxies qui sont hors de notre portée existent, c'est-à-dire que notre galaxie à nous autres, par rapport à eux autres, la nôtre doit être hors de portée aussi. Exact. Ce que je veux dire? Voilà. Donc, si c'est loin pour nous autres, c'est loin pour eux autres aussi. Donc, c'est pourquoi les scientifiques disent que en revoyant ces chiffres-là, en fait, ils vont jusqu'à dire il y a 53% de chances, selon cette nouvelle grille d'analyse, qui est 53% de chances qu'on soit la seule espèce intelligente dans notre propre galaxie. Okay. Donc, comme tu le dis, peut-être que ces formes de vie existent, mais elles sont tellement hors de notre portée que finalement, toutes nos tentatives d'écoute de l'espace, tout ça, restent un peu fortuites. Et bon, ben, évidemment, les chances de communiquer avec ces extraterrestres-là, que ce soit de cette manière-là ou par des visites des extraterrestres, restent excessivement ténues.
Bon, parlons de perception extrasensorielle. Voilà. Qu'est-ce que c'est d'abord la perception extrasensorielle? La perception extrasensorielle, ou comme les parapsychologues appellent les phénomènes psy, ce sont des phénomènes qui sont liés à la façon dont des êtres humains pourraient capter de l'information en dehors des 5 sens connus. L'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et le goût. Donc, la télépathie, par exemple? La télépathie, la perception extrasensorielle dans le sens de pouvoir voir le futur ou pouvoir obtenir de l'information sur un passé qui nous est pas connu. Donc, toutes ces habilités-là, évidemment, on le sait, ça fait à peu près un siècle que tout ça perdure. On fait ça dans des laboratoires. On a souvent l'impression également que c'est une recherche un peu marginale. Et c'est également une recherche qui est boudée par la communauté scientifique. Dès qu'on parle de clairvoyance, télépathie, on imagine Madame Minou avec sa boule de cristal. Puis bon. Alors voilà que, et je te l'ai amené, écoute, c'est pas de la blague, publié dans le American Psychologist, qui est un peu l'outil officiel de l'American Psychological Association. Okay. Donc c'est pas des énervés, eux autres. C'est un périodique excessivement sérieux. Et voilà qu'ils viennent de publier un article sur la perception extrasensorielle. En fait, une espèce de bilan sur la perception extrasensorielle. Ça fait à peu près un siècle qu'on fait cette recherche-là. Et pour une des rares fois, sinon la première fois, l'article est plutôt positif, favorable à l'existence de cette perception extrasensorielle. Et l'auteur de l'étude, qui est un chercheur attaché à l'Université de Londres en Suède, dit, écoutez, il a fait une espèce de bilan, une analyse, une méta-analyse de toute cette recherche-là, et lui il dit, attention, lorsque l'on entend souvent les critiques de ces perceptions extrasensorielles, dès qu'on voit un papier qui parle de la télépathie, de la clairvoyance, et généralement, on va torpiller ces recherches-là, les auteurs sceptiques utilisent souvent des arguments que lui décrit, et là, je reprends un peu ce qu'il dit, des arguments un peu fantoches et qui sont souvent davantage un préjugé qu'une véritable connaissance du sujet. Lui, il dit souvent le milieu académique ou le milieu sceptique qui torpille les recherches en parapsychologie, souvent évoque des erreurs de la façon dont l'information a été colligée. On dit que les recherches ont manqué de rigueur sur les protocoles. Donc, on évoque toutes sortes de choses, mais qui, lui, constate en faisant une méta-analyse de tout ce qui a été fait à peu près dans le domaine de la recherche en parapsychologie au cours du dernier siècle. Il s'aperçoit que ces arguments-là ne tiennent pas la route. Au contraire, les chercheurs qui se sont intéressés à ces phénomènes un peu mystérieux, télépathie, clairvoyance, perception extrasensorielle de sous toutes ces formes, lui constate que les protocoles étaient plutôt très rigoureux et que les méta-analyses montrent bien qu'il y avait des anomalies statistiques. Bien sûr, une anomalie statistique n'est pas une preuve que ce phénomène-là existe. Bon, on a vu des tests, entre autres, mettre une personne dans une pièce qui regardait une forme géométrique, par exemple. Puis là, il fallait qu'elle essaie d'entrer en contact avec une autre personne. Donc, un émetteur et un récepteur. Exactement. C'est ce qu'on appelle en parapsychologie l'expérience Ganzfeld. C'est-à-dire qu'on met une personne dans un isoloir. Cette personne-là se concentre sur une image. Par exemple, un champ de fleurs. On comprend que l'autre doit pas décrire exactement l'image. Il doit plutôt essayer de se concentrer pour capter des émotions. Et là, s'il commence à dire... Et généralement, les résultats sont classés comme étant... vraisemblable, invraisemblable donc tu comprends, donc on va pas jusqu'à... Et là la personne dit, bon, je vois du soleil, je me sens bien, de grands espaces. Donc on voit que c'est significatif. Ce qu'il décrit est significatif. Donc entre significatif, pas significatif, très significatif, c'est un peu de cette façon-là. Et lui constate que ces protocoles-là ont été tout à fait rigoureux au cours des 60-70 dernières années, que les résultats, les anomalies statistiques sont là. Elles semblent bel et bien démontrer qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais est-ce qu'il y a eu des études qui ont démontré des études scientifiques qui ont démontré des résultats probants? Parce que là, des anomalies, statistiques, ça peut être des hasards. Et voilà. Et non, là, on est vraiment au-dessus du hasard. Donc, ça ne peut plus être le hasard. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, lui, ce qu'il propose, il dit là-dedans, faudrait un peu que la communauté scientifique mette de côté ses préjugés par rapport à ces phénomènes-là, parce que c'est vrai que le paranormal a mauvaise presse. Il devrait mettre de côté ses préjugés, regarder ce qui a été fait. Parce que aussi, un autre des arguments souvent évoqués, c'est de dire, si on accepte la réalité des phénomènes de perception extrasensorielle, des phénomènes psy, il faudrait mettre à la poubelle tout ce que la physique nous a appris. Lui, il ne va pas dans ce sens-là. Il dit, au contraire, l'avènement de la physique quantique, par exemple, amène des anomalies dans
dans la vision de la physique qui peuvent parfaitement expliquer certains phénomènes dits de perception extrasensorielle. Donc, alors, il donne un exemple, par exemple. Il parle d'un cas, là, je le lis évidemment en extrême diagonale parce que ça doit avoir une quarantaine de pages, l'étude facile. Alors, il dit que dans un des cas, dans un texte de Ganzfeld, justement. Oui, l'expérience Ganzfeld. Exactement. Il y avait des participants qui devaient choisir entre quatre choix au hasard. Ouais. Il dit, normalement, ça aurait pu amener quelque chose comme un résultat à 25%. Voilà. Et dans cette expérience-là, le résultat était plutôt de 31%. Voilà. Donc, on est au-dessus du hasard. Ouais. Et quand on le répète, évidemment, si on le fait rien qu'une fois, c'est un peu comme lancer une pièce de monnaie en l'air. Tu peux être très chanceux et ta pièce va tomber 8 fois sur pile, 2 fois sur surface, si tu la lances 10 fois. Mais si tu le fais 1 million de fois, crois-moi qu'éventuellement, au sortir, tu auras 50-50. Voilà. Donc, lui, ce qu'il montre, c'est qu'il y a ces anomalies statistiques. Donc, mettons de côté nos préjugés. Cessons de croire que d'accepter le psy comme étant une réalité, que ça redéfinirait la physique, et essayons de nous ouvrir davantage pour étudier ces phénomènes-là. C'est un article fort intéressant. Et quand il parle d'ouverture d'esprit, je pense qu'avec cette publication, l'une des premières publications dans l'American Psychologist où on est favorable à la perception extrasensorielle, je pense qu'on vient de faire un pas dans la bonne direction. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est faites d'autres études. D'autres études plus sérieuses. Faites pas plus sérieuses, mais que les résultats démontrent qu'on doit aller plus loin, mettons. Tu as tout à fait compris, et c'est exactement ça le message. Mettons de côté nos préjugés et regardons ce qui se passe. S'il y a quelque chose, tant mieux. S'il y a rien, il y aura rien, mais au moins, on ne jugera pas sur de simples préjugés. On a quelques minutes pour parler de la Journée internationale des ovnis. Voilà, c'était le... Y a-tu un rendez-vous quelque part, une exposition? C'était le 2 juillet dernier, écoute, dans le monde entier, les amateurs d'ovnis, les ufologues, ont essayé de souligner à leur façon cette journée internationale des ovnis que maintenant on fête depuis 2001. On s'est entendu sur cette date. Et que font les ufologues? Évidemment, ils essaient d'intéresser les médias à leur dada, si je peux dire, qui est l'étude des objets volants non identifiés. Si c'est vrai que la communauté des amateurs d'ovnis favorise beaucoup l'hypothèse extraterrestre, il faut quand même savoir que du côté de la science, on n'accepte pas aussi ouvertement cette hypothèse. Il faut savoir, Louis, que dans le monde occidental, il n'y a que la France qui s'est dotée d'un organisme étatique qui collige l'information sur les ovnis. Et cet organisme étatique, il est directement en lien avec le Centre national des études spatiales. Donc, la NASA française, ce petit groupe s'appelle le GEPAN, Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. On a un petit peu changé la définition ici. Les Français sont plus compliqués. Et les chercheurs, dans cette journée internationale des ovnis, tu comprendras évidemment qu'ils ont été questionnés par les grands médias français. Et les responsables de ce GEPAN ont bien dit, attention, bien sûr, il y a sur les 3000 cas qui ont été enquêtés par l'organisme depuis sa fondation dans les années 70, fin des années 70, il n'y a que 7% des observations qui sont demeurées non identifiées. Et non identifiées ne signifie surtout pas extraterrestre. Il y a encore loin de la coupe. C'est juste parce qu'on n'a pas identifié ou on n'a pas d'explication. Voilà. Parce que peut-être qu'il manquait justement d'informations, peut-être qu'il s'agissait de prototypes militaires qui sont encore gardés secrets, de drones, etc. Puis il y a aussi, faut toujours se méfier aussi du biais cognitif. L'observateur, ce qu'il voit n'est peut-être pas forcément le reflet de la réalité. Alors il rapporte ce qu'il croit avoir vu. Quand on rapporte un événement, on rapporte pas l'événement, on rapporte le souvenir de l'événement. Exactement, c'est ça. Puis le meilleur exemple, c'est des météorites qui tombent au sol. Voilà. Quand t'en vois une, moi j'en avais vu une à Charlevoix, il y a 20-25 ans, j'avais l'impression qu'elle était tombée à côté de moi. Mais elle était tombée au Nouveau-Brunswick, je pense, un affaire de même. Donc, tu voyais, donc, encore une fois, OVNI, oui, les extraterrestres, il y a loin de la coupe aux lèvres. Soyons prudents avec ça. Christian Page, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À la semaine prochaine. Et quant à nous, c'est terminé pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Marie-Claude s'en vient dans un instant. Puis nous autres, on se retrouve lundi prochain à compter de midi. Au revoir, à la semaine prochaine.